Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie. Je suis ravie de vous retrouver pour 2h30 de direct, accompagné tout d'abord de Mahdi Razab qui commence déjà à faire du bruit. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Noël, toujours aussi agréable Noël. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Il y a également Badis Nissa autour de la table. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir Noël. Et cette semaine, c'est Kamal Mansari qui se joint à nous. Bonsoir Kamal. Bonsoir Noël. Au sommaire, mesdames et messieurs, ce soir, l'essentiel de l'actualité nationale avec l'ouverture de la 33e édition de la Foire de la production nationale, événement économique d'envergure inauguré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Jusqu'où iront l'extrême droite française et les descendants de l'OAS dans leur politique de désinformation vis-à-vis de l'Algérie? Rumeurs, intox et manipulations, nous démêlerons le vrai du faux ce soir dans l'œil d'Alger. Francophonie instrumentalisée à la négation du crime colonial. Nous reviendrons dans Face à l'info sur les dernières déclarations de politiques français qui révèlent la profondeur du mal qui les ronge alors que l'Algérie étudie un projet de loi sur la criminalisation du colonialisme. Et en dernière partie, Nariman Zekar sera avec nous pour parler de vivre ensemble, un sujet d'actualité en cette fin d'année. Et avant de parler de la bûche, donc ce sujet que Mahdi attend avec impatience, on commence avec l'actualité présidentielle, mesdames et messieurs. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu ce lundi le général de division Youssef Hunayti, chef d'état-major interarmée des forces armées jordaniennes. Il était porteur d'un message du souverain jordanien à monsieur le président de la République, Faisal. Oui, Nouhad, effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune, qui est donc le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le général de division Youssef Hunayti, qui est chef d'état-major interarmée des forces armées jordaniennes, pour parler de la coopération entre les deux pays. C'est la deuxième visite d'ailleurs du général Hunayti qui est venu en Algérie en mai 2023 pour parler justement avec son homologue algérien, le général d'armée Saïd Jenkriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de la coopération militaire entre les deux pays. Déjà en novembre 2024, le général Hunayti avait reçu l'ambassadeur d'Algérie à Amman pour évoquer cette question, la question notamment de la coopération, de la modernisation des armées et aussi de la formation, parce qu'il y a un programme de formation entre les deux armées. Il faut noter, Nouhad, qu'entre la Jordanie et l'Algérie, il y a une coopération qui se densifie dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui même, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel du roi Abdallah II de Jordanie et ils ont convenu, les deux dirigeants ont convenu d'une rencontre prochaine qui les réunira pour évoquer justement la coopération et aussi les questions dans l'échange téléphonique aujourd'hui, les questions de la situation du monde arabe actuellement avec le drame de Gaza, avec la situation en Libye et au Soudan et dans certains pays arabes, étaient donc au cœur de cette discussion, au-delà bien sûr de la coopération, parce qu'entre les deux pays, il y a une coopération qui se densifie dans le domaine notamment de l'industrie pharmaceutique, parce que la Jordanie est en avance par rapport à ce type d'industrie. Très bien. Messieurs, quelqu'un veut intervenir sur ce sujet ou on enchaîne? Non, mais ça tord le cou aux rumeurs de l'Algérie toujours isolée, alors que toutes les semaines successives, on voit que le président de la République, au palais d'El Mouladia, reçoit à chaque fois des différents responsables et chefs d'État et chefs de gouvernement. Donc voilà, ça fait fi de toutes les fausses rumeurs et fake news de l'isolement de l'Algérie à travers l'échiquier mondial. Une fausse rumeur de plus. L'Algérie est loin d'être isolée. Au temps du terrorisme, la Jordanie s'est tenue aux côtés de l'Algérie, notamment à travers son ancien Premier ministre, Abdallah Kabariti, qui a été aussi l'un des acteurs du panel onusien qui a été envoyé en Algérie pour enquêter, disons, sur les exactions ici sur la situation au pays. Tel que l'a dit Faisal, dans le domaine pharmaceutique, la Jordanie est très présente en Algérie à travers les laboratoires, notamment Hikma et El Kindi, qui sont deux plus importants laboratoires de médicaments dans le monde arabe. Très bien. Nouad, juste rapidement, on parle aussi de diplomatie sécuritaire de confiance. Et c'est ce qui confirme le statut de l'Algérie comme acteur pays pivot, non seulement exportateur de stabilité, mais aussi de référence. Il est important, à travers ce chef d'état-major, cette lettre, c'était aussi une symbolique au-delà du protocole. C'est d'expliquer qu'il y a une convergence sur pas mal de dossiers latents, de dossiers aussi conflictuels, notamment sur des causes justes dans lesquelles il y a une convergence de vues, mais aussi de vision et même d'action. Et ce qui fait que l'Algérie, aujourd'hui, c'est une référence, une véritable référence, et surtout aussi une assise de réflexion et d'action commune.
Très bien. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a également inauguré cette semaine, c'était donc jeudi, la 33e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. C'est une vitrine majeure des avancées réalisées par l'économie nationale, en particulier dans le secteur industriel, messieurs. Oui, le président Abdelmadjid Tebboune d'abord a inauguré un pavillon qui est très important parce que le Palais des Expositions, la SAPEX, est en train d'ouvrir de nouveaux pavillons. On le voit à l'image. C'était un pavillon qui s'étend sur 33 000 mètres carrés. Il y a une salle de conférence de 500 places, des salles polyvalentes, un forum, un espace de restauration, etc. Et cet espace est très important parce que la diplomatie, tout à l'heure, Badis parlait de la diplomatie sécuritaire, il y a aussi la diplomatie commerciale. Et cette foire est la plus importante jamais organisée dans l'histoire du pays parce qu'il faut voir le nombre de participants, c'est quand même un nombre important et donc c'est presque 700 opérateurs économiques, donc dans des expositions qui s'étalent sur plus de 28 000 mètres carrés, c'est une augmentation de 40% par rapport à l'année écoulée. Et le président Abdelmadjid Tebboune, qui a fait le tour de certains stands, a évoqué l'industrie militaire. On reviendra tout à l'heure lors de l'émission Nouhad, de l'industrie pharmaceutique, on en parlait tout à l'heure, de l'industrie agroalimentaire et aussi de l'innovation dans le domaine des startups. La foire de production nationale qui a cette année le slogan « L'Algérie construit son avenir » se déroulera jusqu'au 27 de ce mois de décembre, et ça donne aussi l'occasion aux visiteurs d'acheter des produits, mais aussi de découvrir certaines entreprises qui sont en train d'innover. Le produit algérien, on l'a toujours soutenu dans cette émission, est un produit d'excellence exportable dans plusieurs pays, parce qu'il y a une entreprise, par exemple, pour ne pas trop s'étaler, qui exporte vers 25 pays dans un domaine très important comme celui de la céramique. Il est important également de rappeler, messieurs, que cette édition reflète une dynamique nouvelle portée par la volonté de produire localement, d'améliorer la qualité et de conquérir des marchés au-delà des frontières nationales, bien évidemment. On y reviendra tout à l'heure. Autre actualité à retenir également cette semaine, c'est la tenue du 11e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, forum auquel a participé M. Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Oui, c'était l'occasion pour l'Algérie de démontrer encore une fois sa position au regard dans le débat des civilisations. Donc, le discours qui a été prononcé par M. Chaïb au nom du président de la République, la teneur consistait à rappeler à l'humanité, rappeler aux partenaires de l'Algérie notamment, que l'Algérie reste un pays attaché au dialogue, attaché au règlement des conflits dans le monde à travers par le moyen pacifique, attaché aussi au respect des souverainetés des peuples, au respect des particularités, des spécificités des peuples, et en même temps attaché à ce que le monde soit encore plus avancé vers la paix que vers les conflits qu'on voit aujourd'hui. Donc, dans le discours qui a été lu par M. Chaïb, il était question aussi de démontrer que l'Algérie est un pays qui était resté dans le dialogue et en même temps dans le vivre ensemble, en rappelant la date du 16 mai qui était consacrée par l'ONU comme étant une journée de vivre ensemble. Et qui est célébrée chaque année en Algérie. Et qui est proposée par l'Algérie. Absolument, c'est une proposition algérienne. Parce que cette journée, effectivement, a été proposée par l'Algérie. Je soulignerai rapidement que M. Chaïb a rappelé certains efforts de l'Algérie pour promouvoir les valeurs du vivre ensemble, notamment à travers le partage de son expérience dans le domaine des règlements pacifiques des conflits, mais également la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, s'inspirant, et ça c'est important, des valeurs incarnées par l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne, symbole du dialogue entre les civilisations dans le monde, puisque il faut rappeler qu'en 1860, l'émir Abdelkader à Damas a sauvé les chrétiens d'un véritable massacre, et il est cité toujours à ce jour comme un exemple justement de vivre ensemble et de la tolérance. Et l'Algérie qui est convaincue d'ailleurs, messieurs, qu'il ne peut y avoir de paix et de sécurité durable sans un véritable dialogue entre les civilisations. Il y a un chiffre important à rappeler aussi, c'est que 40, ce sont les mécanismes multilatéraux dont l'Algérie est membre, qui sont membres actifs, qui plus est, pour effectivement la paix, le dialogue et la médiation. Donc c'est important de rappeler ce chiffre parce que cela sous-entend qu'effectivement l'Algérie est en phase avec son discours à travers des actions concrètes. Et puis, il faut rappeler aussi autre chose, la doctrine algérienne qui
de dialogue de civilisation qui est ancré dans l'ADN de notre diplomatie notamment, et qui aujourd'hui revêt une centralité internationale à travers justement le discours, mais à travers aussi la reconnaissance des autres pays. Plusieurs pays, lors de ce forum, ont attesté, ont souligné l'action positive de l'Algérie dans ce sens. Et puis, je reviens sur le message du président de la République qui a été élu. Le message d'Al-Majid Tebboune aujourd'hui s'impose, je dirais, comme une alternative crédible aux logiques de choc, de bloc notamment, et aux logiques aussi de polarisation dont connaît le monde aujourd'hui et qui est devenu quelque chose de banal. Donc le président rappelle un peu les fondamentaux, à savoir, pour mieux dialoguer, il faut avoir d'abord des codes, à savoir le respect, l'affranchissement, la souveraineté des pays, et puis instaurer un espace adéquat pour cela. Et surtout, il a montré la voie, s'agissant dans son discours, des mécanismes à adopter en cas de conflit. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait, que ce soit pour une réconciliation à l'intérieur d'un pays ou entre États, c'est la voie diplomatique et la voie pacifique. Il a cité l'émir Abdelkader lorsqu'il y a eu un conflit entre chrétiens et musulmans, et lorsqu'il y a eu des persécutions de chrétiens, l'émir Abdelkader a pris la voie de la sagesse, celle de porter secours de manière humaniste à ces gens-là. Donc la question de la diplomatie, la question des solutions pacifiques demeure un choix fondamental dans la diplomatie algérienne et notamment dans les relations internationales. Et l'émir Abdelkader aussi a quand même inspiré le droit international humanitaire, parce que parce que lui il a imposé un respect pour les prisonniers de guerre, et donc il a inspiré la Croix et le Croissant Rouge algérien. Juste rappeler, Nouhed, que pour l'Alliance des civilisations qui a été créée il y a 20 ans, cette année, le slogan, donc à la réunion s'est déroulée en Arabie Saoudite, 2 décennies de dialogue pour l'humanité vers une nouvelle ère de respect et d'entente mutuelle dans un monde multipolaire. Et ça a rappelé les chocs, ce qui est appelé les chocs des civilisations, de Huntington, etc., qui est une théorie totalement farfelue, mais qui quand même inspire certains courants ultra-conservateurs aux États-Unis et ailleurs. Et l'objectif de cette alliance, parce qu'elle devient vraiment importante dans un monde actuel où il y a beaucoup de violence, des génocides, des drames, etc. Il faut juste rappeler ces objectifs, c'est réduire les divisions, lutter contre le fanatisme, l'extrémisme et l'exclusion, bannir toutes les formes de violence et faire face au discours islamophobe. D'ailleurs, M. Moratinos, qui est donc Moratinos, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et l'envoyé spécial de l'ONU dans la lutte contre l'islamophobie, il était présent dans cette réunion à Riyad, en Arabie Saoudite. Très bien. De son côté, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, était au Caire pour participer, messieurs, à la 2e réunion ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. Un partenariat donc entre le continent africain et la Russie qui ne cesse de se renforcer, Badis. Plus que se renforcer, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie comme locomotive, et d'ailleurs le plaidoyer, notamment du ministre des Affaires étrangères au nom du président de la République, est très limpide et très éloquent, à savoir comment construire ou comment réinventer un nouveau système international beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus à même justement d'apporter un développement équilibré, notamment au continent africain. Et puis il y a aussi l'aspect mémoriel qui n'est pas épargné, puisque l'Algérie, en tant que d'abord première victime des affres du colonialisme, et plus de 132 ans s'il vous plaît, donc est à même aujourd'hui de défendre, de plaider pour cette justice mémorielle pour tout un continent et non pas que pour l'Algérie. Donc c'est aussi une relation bilatérale mature, une relation bilatérale efficace, puisqu'il y a une volonté de construction bilatérale entre la Russie et l'Afrique, ça a été démontré, ça a été rappelé. Le ministre des Affaires étrangères aussi a également profité pour avoir des discussions avec d'autres ministres, notamment dans le sillage de ce forum, à savoir la Mauritanie, à savoir la Tunisie, à savoir le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Oui, c'est dire qu'effectivement l'Algérie continue activement, d'une manière dynamique mais surtout positive, à vouloir donner la voix aux sans-voix, mais surtout aussi de porter la voix de l'affranchissement, du développement de tout un continent, de toute une population qui s'appelle le peuple africain, et elle le fait savoir, elle le fait entendre aujourd'hui. Un développement qui passe par les secteurs de la sécurité, de l'énergie, du commerce, de l'éducation, de la science ou encore de la culture. Oui, plusieurs secteurs, et il faut juste noter, Nouhed, que l'Algérie participe à ces forums, parce qu'il n'y a pas que le forum Afrique-Russie, et le forum Chine-Russie, Japon-Russie, Inde-Russie également, Inde-Afrique, Japon-Afrique également, États-Unis,
États-Unis-Afrique, c'est des forums d'échange. M. Attaf, ministre des Affaires étrangères, a évoqué la question d'achever le processus de décolonisation. On reviendra tout à l'heure dans l'émission, parce que l'Algérie, et c'est le plaidoyer a été fait par M. Attaf dans cette réunion au Caire, c'est de créer une journée internationale de la lutte contre la colonisation. Et pourquoi il le dit dans un forum Afrique-Russie? Parce que la Russie n'a pas de passé colonial en Afrique, contrairement aux puissances occidentales. Et donc c'est pour ça que cela a été dit. Et M. Attaf a rappelé aussi la doctrine algérienne des solutions africaines aux problèmes africains. C'est-à-dire que la Russie est un partenaire. Il peut effectivement, comme l'a souligné Badis, contribuer à un équilibre dans les échanges internationaux, un équilibre sur le plan sécuritaire, diplomatique et économique, mais également ça permettra aussi à l'Afrique de compter sur ses propres moyens, notamment, on l'avait dit, en matière par exemple de numérisation, en matière d'économie, etc., en comptant sur des partenaires qui n'ont pas forcément des mêmes calculs que ceux avec les anciennes puissances coloniales par rapport à l'Afrique. Il est important également de rappeler, messieurs, je pense qu'il est important, je vais vous donner la parole, Kamel, il est important de rappeler cette convergence de vues sur de nombreux dossiers entre le continent africain et la Russie. Il y a par exemple ce principe de non négociable de souveraineté des États et de non-ingérence. Exactement. C'est ce qui a été justement mentionné dans la déclaration finale, c'est que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains eux-mêmes. L'un de l'autre aspect sur lequel reposait la déclaration finale était le refus de l'ingérence. Et en même temps, il y a une reprise de la revendication de ce qui a été effectuée à Alger à propos de la criminalisation du colonialisme. Elle revient dans la déclaration finale de ce forum, c'est-à-dire que la Russie adopte en tant que partenaire du continent africain cette revendication qui a été justement formulée par l'Algérie et adoptée à Alger. Donc nous avons toute une batterie de principes qui sont maintenant convergents entre l'Algérie au sein de l'Afrique et entre l'Afrique avec son partenaire russe. Ceci étant dit, bien sûr, je reviens sur ce qu'a dit Badis, c'est que le multilatéralisme devient comme une carte et comme quelque chose qui s'impose dans les relations internationales. Et Mahdi, on ne peut pas oublier cet entretien qu'a eu Ahmed Attaf avec son grand ami Sergueï Lavrov. Ils sont amis depuis un bon nombre d'années, ils se connaissent depuis de longues années, et ils parlent en toute franchise, ils parlent en toute sérénité, il n'y a pas de tabou entre eux, ils se disent tout, ils s'expliquent. Et obligatoirement, de la discussion jaillit la lumière et il n'y a jamais eu la moindre ombre au tableau pendant la relation qu'ils ont jusqu'à maintenant, tous les deux en tant que chefs des affaires étrangères. Donc on continue à avoir un partenaire solide et sérieux comme la Russie, et l'Algérie sera toujours aux côtés des gens qui la respectent et ils se respectent mutuellement. Des entretiens qui ne font que renforcer la coopération entre Alger et Moscou. Exactement. Entre Alger et Moscou, entre Alger et l'Afrique, tout un continent. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, Faisal, je te rejoins, c'est que la Russie n'a pas d'ancienne colonie en Afrique, mais au-delà de cet aspect-là, c'est aussi un pays, une superpuissance qui a un respect pour les pays africains, qui n'est pas dans une optique de prédation ou de colonisation déguisée, ou je dirais d'accaparement d'intérêts ou de richesses. Elle est dans une construction à long terme, je dirais durable, qui prend son essence, ou du moins ses fondations, à travers ce type de forum, à travers ce type d'espace, encore une fois positif, mais surtout qui est animé de bonne volonté et de bonne foi. Et c'est ça ce qui fait la force, je dirais, de la relation Alger-Moscou et Moscou-Afrique. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les États africains, qui, eux, veulent, vous le savez, dans un élan d'affranchissement, dans un élan de développement aussi, tant attendu. Dois-je rappeler les promesses non tenues de l'Union européenne qui restent à ce jour théoriques? La Russie est là aussi comme un acteur factuel pour apporter, un acteur clé effectivement, un pays pivot pour apporter en tant que superpuissance son savoir-faire, sa technologie, dans un échange de sud global, ou sud-sud, souverain, dépourvu de toute, je dirais, prédation, mais surtout aussi de toute dictate, notamment de l'Occident. Et c'est ce qui fait la force de cette relation, et c'est ce qui fera, en tout cas, le futur de cette relation. C'est pour ça que la Russie est souvent attaquée, la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, c'est des pays généralement qui investissent en Afrique, qui a des échanges dans les universités, dans l'agriculture, etc. Ils sont attaqués par les pays occidentaux qui sont un peu déstabilisés dans cette zone africaine sur le précaré. Mais je voulais souligner, Badis, ce que disait M. Attaf, parce que Moscou a exprimé une compréhension par rapport à une ancienne demande soutenue par l'Algérie, c'est d'avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique se trouve qu'à ce jour
60 ans, plus de 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, n'est toujours pas représenté au sein de l'Afrique. Et la Russie, ça c'est très important, soutient cette demande, c'est-à-dire c'est un membre permanent du Conseil de sécurité qui soutient la demande africaine d'avoir un représentant ou deux représentants au sein du Conseil de sécurité. Mais parce que Faisal, la Russie plaide aussi pour un changement de modèle de gouvernance mondiale, pour plus de représentativité. Pour elle, l'apport de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU, est au contraire positif et constructif, contrairement à d'autres puissances qui le voient d'un mauvais œil. Il y a également, messieurs, cette autre activité qu'a eue M. Ahmed Attaf, c'était la réunion de coordination des ministres des Affaires étrangères du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye. C'était donc en prévision de la réunion du mécanisme tripartite qui se tiendra en Tunisie en 2026, Kamal. Exactement, parce que déjà la question libyenne et déjà se pose actuellement. Comme vous savez, il y a une réunion qui se déroule aujourd'hui à Paris, donc entre les principaux leaders libyens, donc notamment Haftar et de l'autre côté les responsables du gouvernement de Benghazi et de Tripoli. Donc aujourd'hui, la Libye se pose comme étant un problème tout à fait important, et cette réunion-là est venue rappeler, parce que ces trois pays-là sont aujourd'hui importants et ce sont eux qui subissent justement le contre-coup de cette instabilité en Libye. Donc si l'Algérie rappelle durant cette réunion la nécessité de revenir, d'encourager un déroulement ou un règlement de la question libyenne par la voie diplomatique, et que cette réunion, enfin que cette solution soit tout à fait libyen, et qui doit passer éventuellement vers la proposition, celle d'aller vers des élections libres, que ce soit législatives ou présidentielles. Donc voilà un petit peu les dessous de cette réunion, c'est de remettre sur la table la question libyenne, et qu'elle soit libyenne, parce que là, de ce qui se déroule en France aujourd'hui, donne à penser qu'il y a une ingérence ou qu'il y a une sorte d'aiguillage de la question libyenne. Très bien, merci Kamal, merci messieurs. C'était donc là l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à l'œil d'Alger. Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas un jour sans que les médias français ne parlent de l'Algérie. À chaque occasion de réchauffement des relations entre Alger et Paris, certains médias ou personnalités publiques s'empressent de les faire avorter à coups de fake news, de désinformation, encore de manipulation. Alors comment expliquer ces agissements? Les positions constantes de l'Algérie sur la scène internationale font-elles de ce pays une cible pour les grandes puissances mondiales? On va tenter d'y répondre ce soir, justement avec notre invité, monsieur Manuel Pouchelet, spécialiste des relations internationales. Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à vos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors on va tout de suite commencer, Manuel Pouchelet, si vous le voulez bien. Je vous pose cette première question. Comment est-ce que vous expliquez, vous, aujourd'hui, les agissements de la France envers l'Algérie? Comment expliquer ces attaques incessantes que subit l'Algérie et ses institutions? Je pense que c'est un relevé de l'histoire, malheureusement, et puis avec des personnes qui n'ont jamais rien compris au fonctionnement des relations entre États. Et j'entendais avec attention ce qui vient d'être évoqué avant. Nous sommes dans un pays qui manque de repères. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui fait circuler beaucoup d'informations, et aujourd'hui même la population, et moi je le constate notamment avec les étudiants que j'encadre, ils considèrent que chaque nouvelle est considérée comme fausse, si vous voulez. En même temps, malheureusement, la France n'avance pas avec un pied d'égalité sur cette question, notamment les rapports avec l'Algérie, où je rappelle que c'est quand même dommage que les dirigeants ne soient pas plus ouverts à un dialogue de paix et de modération, chose que j'ai constatée récemment lors de l'animation d'un cours sur des négociations, où justement j'avais des étudiants qui étaient issus de nations qui normalement ne s'entendent pas, qui au contraire s'entendaient parfaitement bien, et c'était là pour nous une belle leçon en tout cas en tant qu'observateurs. Très bien, merci Manuel Pouchelet. Kamal Mensari, vous aviez, je pense, des informations à nous donner. Tout à l'heure, on en a parlé en off. Allez-y. Bien évidemment, à propos de tout ce qui est fake news. D'abord, il faudrait qu'on explique une chose. Sachez que ce que vous voyez sur le net, d'abord c'est une introduction très importante, relève
que ce que vous voyez sur le net, ce n'est que 4% de tout le contenu qui existe sur le net. C'est-à-dire que vous voyez que 4%. Les 96% sont cachés. Vous ne voyez rien. C'est-à-dire il y a la partie deep web, c'est-à-dire ça, c'est les sites où tout ce qui n'est pas référencé, c'est-à-dire que les moteurs de recherche n'arrivent pas à atteindre. Vous pouvez les atteindre avec vos navigateurs, mais pas les moteurs de recherche n'arrivent pas à les référencer parce que les propriétaires refusent. Il y a la partie dark web, qui est une partie où tout est invisible. On trouve les hackers et tout. Bien évidemment, certains journalistes l'utilisent pour protéger leurs données. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette partie de dark web sont construits tout ce qui est l'outil ou bien les logiciels qui servent justement à fabriquer des fake news. On en voit tous les jours qui ciblent l'Algérie. Pourquoi cible-t-il l'Algérie? Bon, on a aujourd'hui des outils qu'on appelle les cheap fakes. Les cheap fakes, c'est-à-dire ça va permettre à n'importe qui d'aller créer une information en faisant croire qu'elle est juste et susciter en même temps à travers des bots une sorte de propagation de cette information d'une manière qui ne peut pas être comment dirais-je, divulguée ou comprise comme étant un fake dans les premières secondes. Donc c'est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de logiciels qui sont faits. Donc je vous cite le spoofing. Le spoofing, c'est-à-dire le fait de se cacher derrière une sorte d'une chaîne ou d'un site officiel comme Al Jazeera par exemple. Vous voyez le logo d'Al Jazeera, vous voyez-le, mais vous avez, alors que l'information qui a été montée, elle est tout à fait fausse. Et on voit comment c'est ce genre comme on voit ici, là vous voyez que c'est une information qui est donnée sur le site d'Al Jazeera alors qu'elle est fausse. Tu vois, elle est fake, mais le citoyen lambda qui n'est pas averti, qui n'est pas initié, peut se faire avoir. C'est-à-dire, il peut être induit en erreur en croyant que réellement, il y a une crise au sommet de l'État algérien. Et ce qui est étonnant, grâce à ce qui a été fait par comme Meta ou bien comme le site Graphica ou bien Stanford Internet Observatory, c'est-à-dire un observateur qui cherche, qui essaye de comprendre et trouve les fake news. Il y en a tellement qui ont ciblé l'Algérie qu'à un moment donné, Meta a été obligé de réagir et d'arrêter 39 comptes qui ont été, quand on dit 39 comptes, ce n'est pas simplement un compte avec une seule personne, mais qui brasse des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui sont, et tous ces comptes-là qui sont attribués ou qui sont connectés ou abonnés à cette page ou ce compte sont en réalité des mouches qui ont été fabriquées, et Meta avait démontré qu'entre 2020 et 2023, l'intensité des informations visant l'Algérie ont atteint un norme très important, ce qui l'a poussé justement à réagir. Et quand on voit un petit peu le type d'informations qui touchent l'Algérie, ce sont ces informations qui essayent de donner lieu, démontrer qu'il y a une friction au sein du sommet de l'État, ou bien qui utilisent des questions régionalistes, par exemple, pour faire croire qu'il y a réellement une tension entre Arabes et Kabyles d'un côté, ou entre une région et une autre. Et semer cette discorde fait croire à certains qui ne sont pas avertis, comme je l'ai dit, qu'il y a réellement un problème, notamment ceux qui observent l'Algérie de l'extérieur. Donc tous ces outils-là sont utilisés justement pour faire croire qu'il y a des crises, et en même temps, on a vu récemment un appel à une marche fictive qui n'existait pas. Donc, alors que ceux qui l'ont appelé venaient de l'extérieur, et Graphica a démontré, y compris Meta, que certains comptes sont en provenance de la France. Il y a même des militaires français qui avaient des comptes et qui ont justement fait propager des informations sur la région du Sahel pour faire croire que l'Algérie va intervenir militairement au Sahel, en faisant parfois publier des vidéos, des photos d'une armée étrangère, derrière dans la citation ou bien dans la séquence ou la légende, on dit que c'est l'armée algérienne, alors que c'est faux. Donc plusieurs fois, les institutions, que ce soit la présidence à travers son chef de l'État, le chef de l'État ou l'armée algérienne à travers le chef d'état-major et le général de corps d'armée, ces deux personnes-là sont les plus ciblées
actuellement, notamment les derniers mois. Et on rappelle que Donc, le MDN a démenti, bien sûr, toutes ces informations. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas que cet exemple-là, il y a énormément d'exemples qui sont venus, que Graphica a dénoncé, que Stanford a dénoncé et que Meta aussi a dénoncé, a révélé. Donc il y a toute une machine vraiment. Et ces moyens-là ne peut pas un citoyen lambda les avoir. Il faut avoir les moyens d'un État. Parce que c'est un État qui a les financements, qui est capable de recruter des gens qui peuvent éventuellement arriver à propager à une échelle d'ampleur très grande ce genre d'informations et à travers ces outils-là qui ne peuvent être trouvés que dans, comme je l'ai dit, dans le dark web. On va continuer à en parler justement. Kamal Mansari, la pub et on revient.